Bonjour à tous. Alors du coup, on va commencer et ceux qui arriveront, nous prendrons au vol. Merci à tous d'avoir accepté de participer à ce webinaire sur la présentation d'une partie des mesures de la loi de finances 2024. J'espère déjà que tout le monde entend bien. Sinon, n'hésitez pas à faire un retour dans le chat. Donc du coup, moi je me présente, je m'appelle Benjamin, je suis juriste fiscaliste, je suis arrivé chez Axence en mars dernier, donc c'est moi qui vais animer cette année ce webinaire sur la loi de finances. Donc, en gros, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on aura un temps de questions à la fin. N'hésitez quand même pas à poser vos questions pendant la durée de la présentation. Si jamais il y a des questions auxquelles je peux répondre rapidement, je le ferai. Sinon, je répondrai aux questions sur la fin. Donc, j'ai ma collègue Marie-Hélène qui regarde le chat et qui suit les questions que vous allez pouvoir poser. Donc on va commencer. On est là ensemble pour 1 h 30. Donc pendant cette heure et demie, on va avoir diverses mesures en matière d'impôt sur le revenu, de BIC, IS, BNC, bénéfices agricoles. On va avoir quelques mesures taxes sur la valeur ajoutée, taxes diverses. Et on aura des mesures impôts locaux, droits d'enregistrement et contrôle fiscal. Donc c'est des mesures qu'on a sélectionnées. C'est pas toute la loi de finances parce qu'il y a quand même pas mal de mesures, mais la plupart sont quand même assez spécifiques. Donc on a essayé de sélectionner des mesures qui étaient plutôt générales et qui avaient vocation à toucher la plupart d'entre vous. Donc, j'ai quand même mis des slides avec la liste des mesures que je n'ai pas évoquées. Si jamais vous êtes concerné par des dispositifs qui ne sont pas développés, je reste moi à votre disposition par la suite. On aura, je pense, mes coordonnées dans le. Enfin, on pourra vous donner mes coordonnées. Voilà, avec le support, on enverra le support également et on pourra éventuellement convenir d'un échange téléphonique pour aller plus dans le détail si jamais certains ont besoin d'aller plus dans le détail de certaines mesures. Donc on va commencer avec l'impôt sur le revenu. Donc en matière d'impôt sur le revenu, comme chaque année, le barème de l'impôt il est revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Donc le barème de calcul de l'impôt sur les revenus 2023 a été revalorisé de 4,8%. Je vous ai mis dans le PowerPoint le barème de l'impôt sur les revenus de 2022, donc celui qui a été utilisé pour calculer l'impôt qui a été déclaré l'an dernier. Et l'impôt sur les revenus 2023, donc c'est celui qui va être utilisé pour le calcul de l'impôt sur les revenus qu'on va déclarer en mai 2024. À titre indicatif, la hausse du barème de l'impôt sur le revenu, elle conduit à une légère baisse d'impôt à situation comparable. Je vous ai mis l'exemple d'un couple marié avec 2 enfants et un revenu imposable annuel de 100 000 euros. La hausse du barème de l'impôt, elle génère une économie de l'ordre de 700 euros. Pas significatif, mais en fait, voilà, la hausse du barème de l'impôt permet de générer une petite économie à revenu constant. Je vous ai aussi mis, parce que ça intéresse beaucoup, le nouveau plafond de déduction des pensions alimentaires. Donc l'année dernière, c'était 6 368 euros. Cette année, il est à 6 674 euros. Je rappelle juste que pour l'application de ce plafond, il est nécessaire de disposer des justificatifs, donc notamment d'avoir bien tous les virements bancaires qui montrent que le montant a été atteint. Je rappelle aussi quelques définitions en matière d'impôt sur le revenu, parce qu'aujourd'hui, sur les avis d'imposition, il y a tout un tas de taux. Donc, pour bien les comprendre, on a, excusez-moi, on a le taux moyen d'imposition. Donc, le taux moyen d'imposition, c'est le montant de l'impôt que vous payez sur vos revenus imposables. Donc, en fait, on fait le montant de l'impôt final divisé par le montant des revenus imposables. Donc, ça vous détermine le taux moyen d'imposition. On a le taux marginal d'imposition. Donc, le taux marginal d'imposition, c'est le taux auquel vous êtes imposé dans la tranche la plus élevée du barème. Donc, ça veut dire que pour 1 euro supplémentaire perçu, imaginons que vous êtes dans la tranche marginale d'imposition de 30%, chaque euro supplémentaire perçu va donner lieu à une imposition supplémentaire de 30%. Et on a le taux de prélèvement à la source. Alors, le taux de prélèvement à la source, lui, il est calculé en tenant compte de l'impôt sur le revenu avant application de toute réduction ou crédit d'impôt sur le montant de vos revenus imposables. C'est notamment la raison pour laquelle ceux d'entre vous qui ont des dispositifs de défiscalisation type cellier ou des réductions d'impôt type salarié à domicile
payent quand même de l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement à la source, alors même que potentiellement vous n'êtes pas imposable à la fin de l'année. C'est un peu le problème du taux de prélèvement à la source, c'est qu'en fait, voilà, il ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt. C'est tout régularisé en septembre de l'année suivante et vous avez en janvier le versement de 60% du montant de vos réductions d'impôt. Donc ça, c'est les 3 taux que normalement vous retrouvez sur votre avis d'imposition. Ensuite, je fais un rappel du calendrier des déclarations, parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, sur l'année 2024, entre janvier et le mois de septembre, vous allez payer un impôt à la source, un prélèvement à la source ou des acomptes qui vont être calculés sur la base de vos derniers revenus déclarés. Donc les derniers revenus déclarés à date, ce sont les revenus de l'année 2022 qui ont été déclarés en mai 2023. Donc ça veut dire en pratique que de janvier à septembre, votre taux de prélèvement à la source, il est calculé sur votre situation N-2. En mai, on va déclarer les revenus de l'année 2023, donc ceux du 1er janvier au 31 décembre 2023. Cette déclaration va conduire à un remboursement au mois de septembre, au mois d'août, pour ceux qui auront payé trop de prélèvements à la source ou d'acompte entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Et pour ceux qui n'auraient pas assez payé d'impôts, la déclaration des revenus va générer le versement d'un solde qui sera en principe étalé de septembre à décembre. Je le précise en principe parce que cette année, on a notamment vu que l'administration fiscale avait eu beaucoup de retard sur le traitement de certaines déclarations de revenus, ce qui a conduit à l'envoi d'avis d'imposition au mois de décembre, au mois de janvier, et ce qui a conduit à ce que les contribuables du coup concernés payent leur régularisation d'impôts en une seule fois. Et normalement, vous avez ceux qui sont concernés perçus en janvier 2024, 60% du montant des réductions et crédits d'impôt qui ont été déclarés l'an dernier. Donc ça, le calendrier, si ce n'est pas clair, je vous laisse poser une question dans le chat et on reviendra dessus à la fin. C'est toujours un peu compliqué à expliquer le prélèvement à la source parce qu'en fait, on nous l'a vendu comme étant bien calé sur les revenus perçus. En fait, pour que ce soit bien calé sur les revenus qui sont perçus du 1er janvier au 31 décembre, il y a des manipulations à faire, notamment de prévision de revenus. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir à poser vos questions sur ce sujet-là pour qu'on revienne dessus éventuellement à la fin du webinaire. Donc ça, c'était le rappel de l'impôt sur le revenu. J'ai aussi mis le calendrier. Alors le calendrier, il n'est pas, c'est celui que j'ai trouvé en ligne. On considère que ça va être à peu près ça, mais ça risque peut-être d'évoluer. Donc pour les déclarations papier, on sera au 22 mai, c'est la date limite d'envoi. Donc aujourd'hui, les déclarations papier, il y a très peu de gens qui sont encore concernés. Ça concerne les personnes qui font leur première déclaration de revenus, notamment vos enfants qui cessent d'être attachés à votre foyer fiscal. Eux sont concernés potentiellement, pas forcément tout le temps, mais potentiellement par la déclaration papier, ou les non-résidents. Donc les non-résidents ont une date limite d'envoi de leur déclaration le 22 mai. Pour les départements de 1 à 19, on est au 25 mai. Pour les départements de 20 à 54, au 1er juin. Donc notamment dans le 20 à 54, il y a le département 42 et 43, donc qui sont au 1er juin. Et pour les départements 55 à 976, on est au 8 juin. Donc notamment là-dedans, il y a le 69. Et pour les déclarations EDI. Alors EDI, c'est les déclarations qui sont faites notamment par les professionnels tels que les experts comptables ou les avocats. Donc ça veut dire que le fait de passer par la voie EDI, ça permet d'avoir le délai le plus long, donc le délai est au 8 juin, ce qui est plutôt intéressant parfois voilà, quand on est un peu limite sur la date, on peut se dire qu'on a jusqu'au 8 juin si on l'a fait faire par un cabinet comptable ou un avocat. Et normalement, les déclarations pré-remplies, elles seront envoyées ou elles seront disponibles en ligne entre le 6 et le 25 avril. Alors, je vois que le 25 n'apparaît pas sur le PowerPoint, mais il me semble que c'était entre le 6 et le 25 avril. Donc ça, c'est pour l'aspect formalisme de déclaration calendrier. Donc on va voir ensemble quelques mesures qui intéressent les particuliers. La première des mesures, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est la réforme du régime des locations meublées. Donc ça, entre le mois de septembre et le mois de décembre, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus sur ce sujet-là parce qu'il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été déposés
dans le cadre de l'analyse du projet de loi de finances. Il y a eu beaucoup de propositions qui avaient été faites avec des changements plus ou moins importants sur le régime applicable. Aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a une toute petite réforme au final qui ne va concerner que les personnes qui font de la location courte durée, donc principalement les personnes qui font de la location sur Airbnb. Voilà, avec la spécificité quand même que la mesure que je vais vous présenter là, c'est pas sûr qu'elle soit maintenue parce que en fait, son maintien dans la loi de finances définitive résulte d'une erreur du gouvernement. Ils avaient pour projet de retirer toute modification du régime et en fait, voilà, ils se sont loupés au moment de l'adoption définitive de la loi de finances. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir pour cette réforme-là, c'est que pour les personnes qui font de la location courte durée sur Airbnb, le seuil d'application du régime micro-BIC est descendu à 15 000 € par an. Donc, ça a été largement abaissé. Aujourd'hui, on est à 77 700 € de revenus annuels. Et l'abattement qui est appliqué par l'administration fiscale et qui représente les charges a été abaissé de 50 à 30%. Donc concrètement, ça veut dire que quelqu'un qui loue son appartement sur Airbnb, il peut être en régime micro d'imposition jusqu'à 15 000 € de recettes. Et sur ces 15 000 € de recettes déclarées, il pourra bénéficier d'un abattement de 30%. Cette réforme, elle ne concerne que les meublés de tourisme qui ne sont pas classés, ce qui veut déjà dire que l'un des conseils qu'on peut donner pour les clients qui sont concernés, ce serait de faire en sorte de faire classer le bien en question. Donc pour faire classer le bien, il y a des organismes qui sont spécialisés. Donc ils viennent, ils se déplacent dans les locaux et ils donnent une note au logement entre 1 et 5 étoiles. Et ça permet du coup de sortir du seuil de 15 000 € et ça permet de bénéficier du seuil le plus élevé de 188 700 € avec l'abattement qui va avec, qui n'est plus de 30%, mais qui est de 71%. Donc, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Et sinon, le deuxième conseil, ce serait de passer ou de regarder s'il est intéressant de passer en régime réel d'imposition pour être imposé sur les produits moins les charges réelles qu'on a supportées au titre de la location, dont notamment l'amortissement. Je refais un point assez rapide sur la différence entre le régime micro-BIC et le régime réel. Donc, le régime micro-BIC, vous déclarez les recettes que vous encaissez et l'administration fiscale pratique un abattement qui est représentatif des charges, donc de 30 à 50%. Et vous êtes taxé sur le delta à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En régime réel d'imposition, donc ce régime-là résulte soit d'une option, soit du fait que vous dépassez les seuils applicables. Vous êtes imposé sur les produits moins les charges réelles supportées. Et dans les charges réelles supportées, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir pratiquer un amortissement du bien immobilier. Donc l'amortissement, c'est une déduction qui n'est que fiscale, ça ne génère pas une dépense. Donc ça veut dire que vous êtes taxé sur un montant qui est défalqué d'une somme que vous ne versez pas effectivement. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, c'est des mécanismes qui s'étudient. On regarde pour chaque bien si ça vaut le coup ou pas de passer en régime réel d'imposition. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif de avant-après réforme. Donc on voit bien que ne sont concernés par la réforme que les locations de tourisme qui ne sont pas classées, où on voit que le seuil est à 15 000 € avec un abattement de 30%. Donc ça, c'est le gros, entre guillemets, le gros changement qui va impacter les revenus des locations courte durée. Ensuite, je rappelle un dispositif qui existe déjà, qui est plutôt à l'initiative de l'employeur, mais qui peut être assez intéressant pour améliorer le pouvoir d'achat du salarié. Donc, habituellement, l'employeur est obligé de prendre en charge 50% des frais d'abonnement au transport public de ses salariés. Cette prise en charge, elle est totalement exonérée de cotisations sociales, donc charges patronales et cotisations salariales, et elle est exonérée d'impôts sur le revenu. La loi du 16 août 2022 avait permis à la sortie du Covid aux employeurs de prendre en charge plus que 50%. Tout en bénéficiant quand même des avantages exonération cotisation sociale et impôt sur le revenu. Donc l'employeur pouvait aller jusqu'à 75%. Normalement, cette hausse, elle était censée s'arrêter en 2023. Elle a été prorogée sur l'année 2024. Ça veut dire qu'en 2024, les employeurs qui sont concernés peuvent continuer de prendre en charge 75% des abonnements aux frais de transport public des salariés, tout en bénéficiant des avantages charges sociales et exonération d'impôt sur le revenu. Donc
Le delta entre 50 et 75, il est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. L'obligation, elle reste à 50%, mais on autorise à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux la prise en charge jusqu'à 75%. Ensuite, en matière de transition écologique, donc on va voir que cette loi de finances, elle est très axée quand même sur la transition écologique. On a deux régimes que j'ai souhaité présenter. Donc, il y a le plan épargne avenir climat et le crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicules électriques. Donc, le plan Avenir Climat, c'est un nouveau placement financier qui a été créé, qui est destiné aux jeunes âgés de moins de 21 ans, qui devrait être disponible au plus tard le 1er juillet 2024. On attend que des décrets soient publiés pour préciser un peu le cadre de ce placement financier. Ce qu'on sait aujourd'hui, a priori, c'est que le seuil serait de 22 950 €, donc c'est le même seuil que pour le livret A. Le placement pourrait prendre la forme d'une sorte de PEA, plan d'épargne en action, donc un compte espèce et un compte titre, ou un contrat de capitalisation. Tous les revenus qui seront générés dans le cadre de ce placement seront totalement exonérés d'impôts, et les retraits, sous réserve du respect de certaines conditions, seront aussi totalement exonérés d'impôts. Les placements qui seront autorisés seront ceux dans des entreprises qui vont répondre à certains critères, notamment en ce qui concerne la transition écologique. Donc, ça peut être un placement intéressant pour vos enfants, notamment s'ils récupèrent des sommes, par exemple, de donations de leurs grands-parents en espèces. Voilà, ça peut être une idée de placement financier qui génère potentiellement plus de revenus que le livret A, qui est bloqué et qui est totalement défiscalisé. Ensuite, on a le crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicules électriques. Donc, c'est un crédit d'impôt qui existe déjà. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 75% dans la limite de 300 € de dépenses par installation de système de charge. Ce crédit d'impôt, il est prorogé à partir du 1er janvier 2024. Il est augmenté, donc le plafond de dépenses, c'est 500 €. Et en revanche, il est recentré uniquement sur les bornes de rechargement électrique qui sont pilotables, c'est-à-dire ce sont des bornes qui peuvent faire l'objet d'une modulation d'énergie pour éviter notamment la saturation du réseau en cas de pic de consommation. Donc jusqu'à présent, c'était ouvert à tous les dispositifs de charge. Aujourd'hui, c'est recentré sur les dispositifs de rechargement électrique pilotable et le plafond est augmenté de 300 à 500 €. Donc ça, vous allez le voir, c'est quand même assez intéressant, surtout qu'on va voir par la suite que les taxes sur les véhicules sont fortement augmentées pour rediriger les contribuables vers l'achat de véhicules potentiellement 100% électrique, voire ou hybride. Mais voilà, ça peut être un système assez intéressant, ce crédit d'impôt. Il est fort probable que vous ayez à en bénéficier dans les années à venir quand vous allez vous rendre compte du montant de taxes qui peut être généré par l'achat d'un véhicule qui ne serait pas électrique ou à minima hybride. Donc, on en a fini avec l'impôt sur le revenu. C'est très court parce qu'en matière d'impôt sur le revenu, il n'y a pas vraiment de gros changements. Le PFU pour les distributions de dividendes est maintenu. Donc, le PFU, c'est l'imposition l'imposition forfaitaire de 30% sur les revenus de capitaux mobiliers. Ça ne change pas. En matière d'IFI, ça ne change pas non plus. Il y a juste une petite adaptation du régime. Mais bon, dans la majeure partie des cas, l'IFI reste. Hein, de toute façon, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et la plupart des crédits d'impôt qui existaient sont maintenus. Donc, vous pouvez toujours bénéficier d'une réduction pour emploi de salariés à domicile. Les réductions au titre des dons sont toujours disponibles. Donc, voilà, il n'y a pas de gros changements en matière d'impôt sur le revenu. Donc là, on va passer principalement aux mesures qui intéressent les entreprises. Donc, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et en matière d'impôt sur les sociétés, on a un aménagement du régime des jeunes entreprises innovantes. Pour rappel, le régime des jeunes entreprises innovantes, ça concerne les PME qui sont créées depuis moins de 8 ans et qui réalisent aujourd'hui au moins 15% de leurs dépenses dans le cadre de la recherche et du développement. Ce régime était hyper favorable. Il permettait notamment à ces sociétés de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés. Donc, le premier bénéfice
Le premier résultat bénéficiaire était totalement exonéré d'impôt sur les sociétés. Le deuxième résultat bénéficiaire était exonéré à 50%. Ce régime d'exonération d'impôt sur les sociétés, il est supprimé pour les entreprises qui sont créées à partir du 31 décembre 2023. En revanche, toutes les autres exonérations, elles continuent de s'appliquer. On verra, j'ai fait un tableau dans la slide suivante récapitulatif des différentes exonérations. Et une sous-catégorie de jeunes entreprises innovantes a été créée, c'est la jeune entreprise de croissance. Donc la jeune entreprise de croissance, c'est la PME qui est créée depuis moins de 8 ans et qui réalise entre 5 et 15% de dépenses de recherche et développement et qui satisfait à certains indicateurs qui vont être précisés prochainement par décret. Aujourd'hui, on n'a pas encore tous les détails du régime, mais voilà, en fait, ça permet d'ouvrir le dispositif des jeunes entreprises innovantes à des sociétés qui ne font pas au moins 15% de dépenses de recherche et développement. Donc ça va venir étendre le régime actuel. Donc je vous ai fait un tableau récapitulatif. Donc on voit les conditions pour être jeune entreprise innovante. Donc aujourd'hui, c'est une PME de moins de 8 ans qui réalise 15% moins de dépenses de recherche et développement. La jeune entreprise de croissance, c'est une PME de moins de 8 ans qui réalise entre 5 et 15% de dépenses de recherche et développement et qui est qualifiée d'entreprise à fort potentiel de croissance. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On attend le décret avec les différents critères à respecter. Donc ces entreprises, jusqu'au 31 décembre 2023, elles pouvaient bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés. Cette exonération est supprimée. En revanche, les autres exonérations, notamment en matière d'impôts locaux, restent. Les exonérations de cotisations sociales restent également. Et on a une réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes qui souscrivent au capital soit de jeunes entreprises innovantes, soit de jeunes entreprises de croissance. Donc cette réduction d'impôt, elle est déterminée en fonction de votre situation matrimoniale. Donc le montant de dépenses est plus ou moins élevé en fonction de votre situation. Et ce crédit d'impôt est de 30% des versements en matière de JEI et de JEC. Et en matière de JEI, il passe à 50% lorsque la jeune entreprise, elle a au moins 30% de ses dépenses qui sont liées à de la recherche et du développement. Donc voilà, un cadre assez intéressant pour les personnes qui souscriraient au capital de ce type de société ou pour les personnes qui créeraient des sociétés nouvelles qui remplissent toutes les conditions pour être éligibles. Ensuite, le deuxième dispositif en matière d'impôt sur les sociétés, ça concerne les véhicules. Donc ça vise notamment les personnes qui ont vocation à renouveler leur parc de véhicules utilitaires. Ça peut être assez intéressant. Donc aujourd'hui, ce qui existe actuellement, c'est que les entreprises qui achètent des véhicules utilitaires, elles peuvent bénéficier d'un suramortissement. Donc un suramortissement, c'est quoi? C'est en général un véhicule, il s'amortit sur 5 ou 10 ans. Donc ça, c'est l'amortissement classique. Le législateur permet un amortissement supplémentaire qui va de 20 à 60% en fonction du tonnage du véhicule et de l'énergie qu'il utilise. Donc ça, c'est très intéressant pour les personnes qui envisagent aujourd'hui de renouveler leur véhicule utilitaire. Ça veut dire qu'il y a un avantage fiscal à s'orienter vers un véhicule utilitaire qui serait qui fonctionnerait avec une énergie renouvelable. Et à partir du 1er janvier 2024, le dispositif il est étendu aux opérations de rétrofit. Donc les opérations de rétrofit, c'est des opérations qui visent à convertir un véhicule thermique en véhicule soit électrique, soit à hydrogène. Donc ça peut être assez intéressant pour les entreprises de convertir leurs véhicules parce que les dépenses pourront bénéficier du suramortissement, ou ça peut être intéressant éventuellement d'acheter des véhicules d'occasion qui auraient fait l'objet d'une conversion. Sinon, ça reste assez intéressant également d'acheter des véhicules qui fonctionnent à l'énergie, notamment depuis le 1er janvier 2020. On est sur la combinaison gaz naturel et gazolé ou carburant baissant, ou gaz naturel, biométhane, carburant ED95. Voilà. Tous ces véhicules-là bénéficient d'un avantage fiscal qui est assez intéressant, qui facilite le renouvellement, du coup. Ce dispositif s'applique quel que soit le niveau d'émission de CO2 du véhicule. Et on a un suramortissement qui a été recréé. Donc ça, c'est un dispositif de faveur qui existait pour les engins non routiers,
peu polluant qui avait pris fin au 31 décembre 2022 et qui a été renouvelé aujourd'hui pour une durée de 3 ans et qui concerne les entreprises de TP de manière générale et spécifiquement les entreprises produisant des substances minérales solides. Donc, par exemple, je pense les entreprises qui ont une activité dans le domaine des carrières, exploitants aéroportuaires, assistance en escale et les exploitants de remontée mécanique. Donc, pour ces entreprises-là, on a la possibilité de bénéficier d'une déduction de 40 à 60% pour l'acquisition d'engins non routiers, donc par exemple matériel et outillage utilisés pour des opérations industrielles, donc par exemple une grue ou une bétonnière, voilà, ça peut être éligible au régime. Et pour les entreprises de TP uniquement, on a aussi un dispositif qui va s'appliquer et qui va être conditionné au respect de certaines limitations d'émissions de CO2. Donc ça, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant pour le renouvellement du parc automobile utilitaire des entreprises. Donc n'hésitez pas à regarder si, dans le cadre de vos renouvellements, si ça peut être potentiellement intéressant d'aller du coup sur des véhicules qui fonctionnent avec une énergie renouvelable plutôt que des véhicules thermiques. Surtout que ça va avoir un impact notamment sur la taxe à l'immatriculation qu'on va voir plus tard et la taxe sur les véhicules de société, l'ancienne taxe sur les véhicules de société. Après, on a tout un tas de dispositifs qui étaient actuellement en vigueur et qui sont prorogés, qui devaient s'arrêter donc en 2023 ou 2024, mais qui ont été prorogés. Je pense notamment à la réduction d'impôts pour mise à disposition d'une flotte de vélos. Donc ça, c'est des réductions d'impôts qu'on applique pour certains de nos clients. Donc quand vous achetez une flotte de vélos pour permettre à vos salariés de faire leur déplacement domicile-travail, vous avez une réduction d'impôt de 25% du montant des dépenses. Donc ça peut être pas mal. Je crois aussi de mémoire qu'il y a un montant de TVA réduit sur l'acquisition de ce type sur les véhicules, sur les vélos. On a des exonérations de location d'une partie de la résidence principale qui sont maintenues. Donc ça veut dire que si vous louez une partie de votre résidence principale à destination d'un locataire qui est lié aussi à résidence principale, donc ça peut viser par exemple, je pense souvent aux personnes âgées qui louent une partie de leur résidence principale pour des étudiants. Donc il y a une exonération d'impôt qui varie en fonction du lieu de situation du bien, donc quand vous êtes en Île-de-France ou en province. Donc en Île-de-France, on est sur 199 € par mètre carré et par an d'exonération. Et en province, on est sur 147 € par mètre carré et par an. On a aussi une exonération pour les locations de chambres d'hôtes. Donc ça, c'est quand vous accueillez des gens chez vous, par exemple en Airbnb, vous louez une partie de votre résidence principale à une clientèle de passage. Donc vous avez une exonération qui est plafonnée à 706 € TTC par an. Et après, vous avez tout un tas d'autres mécanismes qui sont prorogés, donc je ne les développe pas, mais si jamais vous êtes concerné, je reste disponible si vous voulez qu'on regarde un peu plus dans le détail. Et je vous ai mis, comme je vous ai dit au départ, la liste des mesures que je ne détaille pas, parce que j'estime qu'elle est quand même très spécifique. Mais si vous êtes concerné par ces dispositifs, n'hésitez pas également à prendre contact avec moi pour qu'on puisse regarder comment vous êtes impacté et s'il y a un sujet, quelque chose à regarder en ce qui vous concerne. Donc, on va poursuivre avec les bénéfices non commerciaux. Donc, en matière de bénéfices non commerciaux, donc là, ça concerne les professions médicales ou les avocats notamment. Il n'y a pas de mesure vraiment dans la loi de finances pour 2024, mais par contre, le changement qui est mis en place à partir du 1er janvier 2024, vous en avez, je pense, tous entendu parler, ceux qui sont concernés, en tout cas, c'est la réforme de l'imposition des rémunérations de dirigeants de sociétés d'exercice libéral. Donc, pour rappel, jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants de sociétés d'exercice libéral, leur rémunération est imposée en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En gros, ça permet principalement de bénéficier de la déduction de frais professionnels forfaitaires de 10%. À partir du 1er janvier 2024, le régime change. Il va falloir faire la distinction entre les rémunérations qui sont perçues au titre de fonctions de direction, qui, elles, vont rester imposables en traitement et salaire, et la rémunération qui est perçue au titre de l'exercice de l'activité libérale, qui, elle, sera imposée en traitement et salaire s'il y a un lien de subordination entre le praticien et la société,
ou en BNC s'il n'y a pas de lien de subordination entre le praticien et la société. Concrètement, ça veut dire, la façon dont il faut interpréter la doctrine administrative, c'est pour moi la suivante, c'est que la majeure partie de la rémunération d'un dirigeant de CELARL aujourd'hui va, à mon sens, être qualifiée de BNC. La partie traitement et salaire va rester assez faible. Donc ça veut dire qu'il y a un impact assez significatif sur la perte du régime des frais réels, des frais professionnels forfaitaires de 10%. Pardon. Et ça va avoir un impact sur le fait que du coup, il va falloir notamment tenir à partir du 1er janvier 2024 une comptabilité BNC, ce qui n'était plus le cas pour les dirigeants de CELARL. Le cas où on aura un lien de subordination va rester quand même très limité à mon avis, sachant que je précise que le contrat de travail du point de vue du droit social ne suffit pas pour caractériser l'existence d'un lien de subordination. C'est pas en mettant un contrat de travail, par exemple, que vous allez contourner le dispositif et rester imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Je prends un exemple assez simple. Pour un dirigeant de CELARL qui aujourd'hui déclarait dans sa déclaration des revenus 100 000 € de revenus imposables, il bénéficiait d'une réduction de frais pro de 10%, donc 10 000 €, ce qui lui générait à la tranche marginale d'imposition de 45% une économie d'impôt de 4 500 €. Aujourd'hui, a priori, cette économie, elle va être perdue parce qu'en termes de rémunération, on ne déclarera en traitement et salaire qu'un faible montant. En règle pratique, l'administration fiscale, elle va accepter qu'on déclare, par exemple, 5% de la rémunération totale en traitement et salaire. Donc ça, c'est le cas spécifique des dirigeants de CELARL. Donc on va avoir l'administration fiscale, elle a prévu, donc la slide précédente, c'est le principe. L'administration fiscale a prévu un cas spécifique pour les dirigeants de CELARL en distinguant deux situations. Donc la situation dans laquelle le dirigeant va justifier être dans l'impossibilité de déterminer quelle fraction de sa rémunération est afférente à l'exercice de fonctions de direction et quelle fraction est afférente à l'exercice d'une activité libérale. Pour cette partie, dans ce cas-là, l'intégralité de la rémunération sera considérée comme un traitement et salaire. Et à titre de règle pratique, c'est la deuxième situation, l'administration fiscale admet que le dirigeant puisse, sans aucune justification, considérer que 5% de sa rémunération totale concerne ses fonctions de direction et donc est imposable en traitement et salaire. Et 95%, du coup, le reste sera totalement imposable sera imposable en BNC. Ça appelle deux remarques particulières. La première, c'est que si vous voulez vous mettre dans le premier cas, il va falloir être en mesure de justifier en cas de contrôle à l'administration fiscale que vous êtes dans les faits, effectivement, dans l'impossibilité de déterminer quelle part de votre rémunération est afférente aux fonctions de direction et quelle part est afférente à l'exercice de l'activité libérale. Aujourd'hui, je pense, sauf erreur, qu'on n'a pas de recul particulier sur ce que l'administration fiscale va admettre ou pas admettre, comment elle va analyser la situation. Donc, il est fort probable que la situation la plus sécurisée soit celle de se mettre dans le cadre de la pratique admise de 5,95. Bon, là, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème particulier. Donc ça, c'est un gros changement. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur les modalités de mise en œuvre de ce changement, on ne sait pas grand-chose parce que la doctrine administrative, elle est parue le 27 décembre. Il y a eu quand même pas mal de pression des différents ordres professionnels en cours d'année pour demander à l'administration fiscale de donner plus d'informations, d'être plus précise sur ce qu'elle va attendre exactement. Donc voilà, c'est sorti le 27 décembre et c'est pas non plus hyper précis ce qui a été les indications qui ont été données. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le praticien pourra bénéficier du régime micro-BNC s'il est en dessous des seuils d'application du régime micro-BNC. Ce qu'on sait également, c'est qu'on n'aura pas l'obligation de faire une facturation entre la CELARL et le praticien. Donc, normalement, la rémunération va résulter d'un traitement juste purement comptable. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, comme il n'y a pas d'obligation de facturation, on n'aura pas de problématique de TVA. Donc, la partie de la rémunération qui sera considérée comme un BNC ne sera a priori pas soumise à TVA. La cotisation foncière des entreprises est susceptible de s'appliquer sur les BNC, donc ça pose un peu question parce que du coup, on pourrait avoir deux CFE, une CFE au niveau de la CELARL, une CFE au niveau du BNC. Et les praticiens qui se mettront en régime réel d'imposition BNC seront obligés de déposer des liasses.
Et donc du coup de faire appel de toute façon à un expert comptable pour faire ce dépôt-là et faire un traitement de la comptabilité de l'activité BNC. Donc ça, c'est un gros changement. On pense, a priori, l'administration fiscale, elle devrait quand même pouvoir donner plus de précisions au cours d'année 2024 parce que ces changements-là, on va véritablement les constater en 2025 au moment du dépôt des liasses fiscales, du coup, ou au moment en tout cas de la déclaration du revenu 2024 du dirigeant de CELAR. Voilà. Et on a aussi un gros point que j'ai rappelé ici, qui est le fameux arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023. Donc celui-ci, il a aussi fait couler beaucoup d'encre. C'est l'arrêt au titre duquel la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes a considéré que des distributions de dividendes réalisées d'une CELARL au profit d'une ESPFPL, donc une holding société de participation financière, étaient soumis aux cotisations sociales comme une rémunération. Donc ça, je pense que vous en avez tous entendu parler si vous êtes concernés. C'est un gros sujet parce qu'aujourd'hui, la problématique n'est pas réglée. Ça veut dire qu'il y a quand même un risque à chaque distribution de dividendes qui sera fait d'une CELARL au profit d'une ESPFPL, à voir en cas de contrôle cette distribution requalifiée de rémunération pour l'application des cotisations sociales. C'est pas une rémunération, ce ne sera pas considéré comme une rémunération en matière de revenus imposables. Donc le dividende continuera de bénéficier de l'exonération régime Murphy qui est actuellement applicable. Mais par contre, en matière de cotisation sociale, ça a un énorme impact parce que ça va venir soumettre ce versement-là à des cotisations sociales. En matière de bénéfices agricoles, il y a deux éléments que j'ai mis en avant. Donc, c'est le régime des micro-bénéfices agricoles. Donc, c'est un régime qui s'applique normalement jusqu'à 91 900 € de recettes. Ce seuil devait être applicable 2024 et 2025. Pour 2024 et 2025, la loi de finances, elle le porte à 120 000 €. Pour rappel, le seuil micro-bénéfice agricole, il permet à l'exploitant agricole de ne pas avoir à tenir de comptabilité et de bénéficier d'un abattement de 87%. Donc en rehaussant le seuil, on permet à l'exploitant agricole de faire un chiffre d'affaires plus important sans avoir à tenir une comptabilité et tout en bénéficiant d'un abattement de 87% pour le calcul de son revenu imposable. Et on a un seuil spécifique qui a été créé pour les exonérations de plus-value professionnelle. Aujourd'hui, les entreprises individuelles bénéficient d'un régime d'exonération de plus-value lorsqu'elles cèdent des éléments d'actifs et qu'elles font un chiffre d'affaires moyen au titre des 2 années précédentes inférieur à 250 000 €. Donc là, on a une exonération totale d'impôt sur la plus-value que pour les entreprises individuelles. Et on a une exonération partielle d'impôt entre 250 et 350 000 € de recettes moyennes. Pour les exploitants agricoles, ces seuils sont rehaussés. Donc, un exploitant agricole bénéficie d'une exonération totale lorsque la moyenne de ses recettes est inférieure à 350 000 € et bénéficiera d'une exonération partielle lorsque la moyenne de ses recettes sera comprise entre 350 000 et 450 000 €. Donc, régime intéressant pour les exploitants agricoles qui envisagent notamment de céder leur activité en vue, par exemple, d'un départ à la retraite, d'une reprise par un enfant ou par un tiers. Donc, on a fait le tour des mesures qui intéressent l'imposition des résultats BIC, BNC, bénéfices agricoles. On va s'intéresser maintenant à la taxe sur la valeur ajoutée. Je ne sais pas, on peut peut-être faire une pause s'il y a des questions éventuellement. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok. Eh bien, on va continuer. Donc, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, je vous ai mis à titre indicatif le nouveau calendrier de facturation électronique. Donc, normalement, la facturation électronique de mémoire, elle devait rentrer en vigueur en juillet 2024. En juillet 2024, ce qui devait être fait, c'était que tout le monde devait être en mesure de réceptionner des factures électroniques.
Après, les obligations d'émission, elles étaient un peu plus étalées, mais en gros, le calendrier a été repoussé parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que l'administration fiscale n'est pas vraiment prête et le gouvernement voulait éviter une nouvelle problématique, notamment quand on voit ce qui s'est passé pour la mise en place du guichet unique au 1er janvier 2023. Donc l'objectif ici, c'était vraiment de faire en sorte d'être prêt au moment de la mise en œuvre de la facturation électronique. Donc toutes les entreprises, du coup, auront l'obligation d'être en mesure de réceptionner des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026. Donc, normalement, au cabinet, on fait une grosse communication là-dessus pour justement préparer les clients à être en mesure de réceptionner les factures électroniques et à être en mesure de pouvoir les émettre pour ceux qui seront concernés. Donc ça, je pense qu'il y aura d'autres communications au fur et à mesure de l'année jusqu'en 2026 pour vraiment sensibiliser nos clients par rapport à ça et se mettre en ordre de bataille, anticiper pour être prêt à compter du 1er septembre 2026. Donc c'est pour ça que je me suis cantonné au calendrier, mais il y aura d'autres informations qui vous seront communiquées plus tard. En matière de TVA, on a une réforme, on va dire une réforme en matière de TVA sur les activités de location meublée. Aujourd'hui, une activité de location meublée, elle est exonérée de TVA, ça c'est le principe, elle ne peut pas être assujettie à la TVA, même sur option. La TVA était applicable de plein droit, donc elle s'appliquait automatiquement sans option jusqu'au 1er janvier 2024, lorsqu'en plus de la location, le propriétaire fournissait 3 des 4 prestations de services suivantes, donc petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Donc ça concerne principalement les contribuables. Enfin, l'exemple le plus courant, c'est le contribuable qui investit dans l'acquisition d'un chalet à la montagne, qui fait gérer la gestion de ce chalet par une entreprise de conciergerie, qui elle va se charger de rendre une des 3 des 4 prestations pour pouvoir bénéficier de la TVA et pouvoir récupérer la TVA sur le prix d'acquisition. Donc ce régime, il a été modifié parce que le Conseil d'État a considéré en 2023 qu'il n'était pas conforme au droit de l'Union européenne. Donc pour les locations meublées de tourisme, aujourd'hui, pour être assujetti de plein droit à la TVA, en plus de rendre 3 des 4 prestations, la location devra être offerte pour une durée qui n'excède pas 30 nuitées par client. Donc on va viser véritablement les locations meublées de tourisme en précisant cette condition de 30 nuitées. Donc au fond, pour ceux qui sont déjà à la TVA parce qu'ils font du Airbnb ou de la location saisonnière ou touristique à la montagne, le régime ne va pas vraiment changer. Voilà. C'est juste que ceux qui faisaient par exemple des locations meublées un peu plus longues avec les prestations de services, eux ne seront pas concernés par la TVA alors qu'il y avait un potentiel assujettissement dans le régime précédent. Voilà. Ensuite, j'ai rappelé l'existence, parce que c'est intéressant, d'un taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, on a un taux réduit de 5,5% qui s'applique aux dépenses de travaux qui sont faites par les contribuables dans des logements à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans et qui ont vocation à améliorer les qualités énergétiques du logement. Donc aujourd'hui, on parle par exemple de l'isolation thermique, le changement des fenêtres, l'installation d'un nouveau chauffage ou d'un nouveau système de production d'eau chaude sanitaire. Ce régime, il est maintenu. Il continuera de s'appliquer. Il s'applique aujourd'hui dans les conditions existantes. À partir au plus tard d'octobre 2024, il s'appliquera toujours dans les mêmes conditions, sauf qu'au lieu d'avoir à aller rechercher quels sont les travaux éligibles dans différents articles du Code général des impôts, tout va être recentré au même endroit et on va avoir un décret qui va préciser les critères à respecter au niveau du matériel pour pouvoir bénéficier du taux réduit. Donc en fait, ce mécanisme ne va pas changer, il perdure. Donc assez intéressant à savoir quand vous faites des travaux dans vos logements, que ce soit pour vos locaux d'habitation ou pour les locations, les biens que vous mettez en location, vous avez un taux réduit de TVA de 5,5. Voilà. Normalement, les professionnels qui vous fournissent les travaux sont informés et c'est même un argument de vente. Donc voilà. Généralement, ça c'est un régime que les gens connaissent bien. Il est maintenu.
Et en matière de TVA, il y a tout un tas d'autres régimes que je n'ai pas évoqués parce que ce sont des régimes très spécifiques. Donc, si jamais vous êtes concerné, soit vous avez potentiellement déjà été informé, parce que j'ai informé quelques clients qui étaient concernés par les dispositifs listés, mais n'hésitez pas éventuellement à revenir vers moi si jamais vous avez des sujets qui sont, si vous avez un cas, si vous êtes dans un des cas de la liste que vous avez là. Donc en matière de TVA, voilà, c'était les mesures que je voulais évoquer. Et en matière de taxes diverses, donc c'est là qu'on va évoquer la problématique des véhicules. Donc aujourd'hui, je rappelle quand même que l'objectif est de sortir d'arrêter de produire et de vendre des véhicules thermiques à 2030. Dans ce contexte-là, on a vraiment un coup d'accélérateur là qui a été mis avec la loi de finances, je pense, avec une hausse assez significative des barèmes et des taxes sur les véhicules de tourisme. Donc la première hausse, elle va concerner la taxe à l'immatriculation des véhicules. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule neuf qui fait l'objet d'une première immatriculation, vous avez une taxe qui est appliquée au moment où vous faites les démarches pour obtenir votre carte grise. Donc cette taxe, elle va augmenter de manière exponentielle. Mais elle va concerner les véhicules les plus polluants, bien évidemment. Donc, je vous ai donné à titre d'exemple le cas de la première immatriculation d'une Mercedes qui émet 189 grammes de CO2 par kilomètre. Là où elle donnait lieu à une taxe qui était quand même déjà assez importante, je trouve, de 14 273 €, avec le nouveau barème, elle va donner lieu à une taxe au moment de son immatriculation de 43 179 €. Information importante, cette taxe, elle était plafonnée jusqu'au 1er janvier 2024 à 50% de la valeur du véhicule. Aujourd'hui, elle n'est plus plafonnée. Ça veut dire qu'un véhicule qui coûterait 40 000 € et qui donnerait lieu à une taxe de 43 000 €, il donnerait lieu à la taxe de 43 000 € et la taxe ne serait pas ramenée à 20 000. Donc, ça va avoir un très, très, très fort impact sur l'acquisition de véhicules neufs. Donc, je pense que ça va conduire notamment à ce que le marché de l'occasion soit un peu florissant, parce que les gens vont peut-être potentiellement se tourner vers le marché de l'occasion pour acheter certains véhicules. Mais voilà, ça c'est vraiment un gros changement. Et on a le malus au poids qui, lui aussi, a été revu à la hausse, avec un allègement toutefois pour les véhicules hybrides. Donc pour les véhicules hybrides, on a un abattement de 100 kg avant l'application du barème. Pour les sociétés, ces deux taxes, elles sont déductibles du résultat fiscal. Donc c'est bon à savoir aussi pour les personnes concernées, même si la taxe est élevée, mais elle peut au moins, à la limite, donner lieu à une réduction d'IS, quoi. Voilà. Et les deuxièmes taxes qui vont forcément augmenter, c'est l'ancienne taxe sur les véhicules de société. Donc c'est celle qui était à déclarer là notamment au mois de janvier, pardon, de début 2024. Donc le barème va être revu à la hausse, une hausse qui va être progressive de 2024 à 2027. Toujours dans le viseur, en fait, l'idée c'est de pousser les entreprises à acheter des véhicules peu polluants. Parce que moins votre véhicule va être polluant, moins vous allez payer de taxes. Et plus votre véhicule va être neuf, moins vous allez payer de taxes aussi. Parce que si vous achetez un véhicule ancien, vous avez un barème qui s'applique, notamment en fonction de la puissance administrative du véhicule, donc qui est quand même assez onéreux. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de pousser le contribuable à renouveler ses véhicules en privilégiant les véhicules à faible émission de CO2 et au mieux les véhicules électriques, parce qu'en gros, les véhicules électriques dans le nouveau système, c'est ceux qui sont le plus favorisés avec potentiellement aucune taxe. Donc là, on est sur la taxe sur les véhicules de société qui s'appelle maintenant taxe sur l'affectation à des fins économiques. Elle a deux composantes, la taxe CO2 annuelle, dont je vous ai mis les barèmes ici, et la taxe sur l'ancienneté des véhicules qui va être remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Donc cette taxe, son barème est revu. Aujourd'hui, le barème était plus compliqué, mais on passe à un barème avec juste 3 catégories. Donc on voit que le véhicule électrique n'est pas taxé. Le véhicule catégorie 1, donc ça va être des véhicules, on va dire, récents avec des faibles émissions de CO2, on est à 100 €. Et pour les autres véhicules, donc les véhicules les plus anciens et les plus polluants, on va être sur 500 €.
Donc, quand on cumule tout ça, ça va vite être, des montants importants. À titre d'exemple, il y avait un exemple qui était assez parlant pour un véhicule. Je vais vous donner, voilà, un Renault Espace, par exemple, la taxe sur les émissions de CO2. Donc, pour un Renault Espace en 2023, on est sur 3 000 euros. En 2027, compte tenu de la hausse progressive, on va être sur 10 250 euros de taxe annuelle. Donc, on est sur une hausse de plus de 242%. Donc voilà, si vous envisagez de renouveler vos véhicules de société, notamment les véhicules de vos commerciaux, le véhicule du dirigeant, et ben vraiment la question du passage soit à tout électrique ou à minima hybride avec faible consommation, elle se pose largement parce que on voit qu'on est sur des coûts qui vont être assez significatifs pour l'avenir. Donc ça, c'est pareil, n'hésitez pas, on est en mesure de pouvoir estimer le montant de la taxe qui va être due sur les véhicules. Donc si vous envisagez de renouveler vos véhicules, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable en comptabilité pour lui soumettre votre souhait de changer de véhicule et qu'on puisse vous donner une estimation en fonction des véhicules que vous avez, du coût que ça va représenter dans les années à venir au niveau de cette taxe. Voilà. C'est pas négligeable parce que ça fait vite des montants assez importants quand même. Sachant que la taxe sur l'affectation à des fins économiques, donc avec ces deux composantes, taxe sur le CO2 et taxe sur l'ancienneté des véhicules, elle n'est pas déductible, elle, du résultat fiscal. Donc en fait, elle ne génère pas une économie d'impôt sur les sociétés. Donc voilà, point. Ça c'est vraiment, on en entend beaucoup parler, mais c'est vraiment un des points importants à avoir. C'est ça. Donc on est sur une loi de finances qui est quand même très axée sur la transition écologique et qui vise quand même à accélérer beaucoup les choses en la matière. Voilà. Après, j'ai mis comme jusqu'à présent la liste des dispositifs que j'ai pas évoqués. On paraissait très spécifique. Je ne suis pas sûr que certains soient concernés, mais voilà, si vous êtes concernés, en tout cas, n'hésitez pas. Et je vous ai mis voilà, les tableaux qui sont publiés par Francis Lefebvre et qui montrent bien la hausse qu'on va avoir. Donc déjà la hausse au moment de ce qu'on appelle le malus CO2, donc la hausse à l'immatriculation qui est voilà, ça se voit, c'est une très, très forte hausse d'un coup. Et on a la hausse progressive sur la taxe annuelle du CO2, donc qui elle va être de plus en plus chère d'ici 2027. Donc le nouveau barème, là je précise, il ne s'est pas appliqué pour la TVS qui a été déclarée là en janvier. C'est encore l'ancien barème qui s'appliquait. Ces nouveaux barèmes et cette hausse, elle va s'appliquer à partir de l'année prochaine, donc pour la TVS donc pour la TVS de l'année 2024 qui sera déclarée en 2025. En matière d'impôts locaux, on a un nouveau calendrier pour le report de la suppression de la CVAE. Donc la CVAE, qui est une des composantes de la contribution économique territoriale, l'ancienne taxe professionnelle, elle devait être supprimée pour toutes les entreprises normalement en 2024. Cette suppression, elle a été repoussée, sauf pour les personnes qui étaient à la cotisation minimum, donc qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros. Eux verront leur CVAE supprimé en 2024. Pour tous les autres, on aura une suppression progressive avec un abaissement du taux entre 2024 et 2026 jusqu'à une suppression définitive de la taxe pour tous les contribuables, normalement en 2027. Donc, normalement. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'était une hausse, enfin une suppression qui a été reportée, je pense principalement parce que de mémoire, la CVAE, elle sert à financer les communes, les départements, enfin voilà. Et du coup, suite à la suppression de la taxe d'habitation, on a des communes qui aujourd'hui ont beaucoup moins de ressources et leur supprimer tout un pan de leurs ressources après la suppression de la taxe d'habitation, je pense que ça n'a pas trop passé. Donc du coup, c'est pour ça que, à mon avis, la suppression elle a été reportée et faite progressivement. Voilà.
Et j'évoquais en matière d'impôts locaux ce dispositif qui est potentiellement intéressant. Donc c'est un dispositif, aujourd'hui les communes et les EPCI ont la possibilité, à leur libre discrétion, hein, mais de voter des exonérations de taxes foncières pour les logements économes en énergie. Donc jusqu'à présent, le dispositif, c'était une exonération de 50 ou 100% de la base d'imposition, qui ne pouvait être inférieure à 5 ans. Donc généralement, on avait une exonération de taxes foncières pendant 5 ans, donc pour les véhicules, pour les logements neufs et pour les logements anciens qui faisaient l'objet de travaux de rénovation énergétique. Donc les logements anciens, c'était les logements qui étaient achevés avant le 1er janvier 89, et pour être éligible, il fallait faire entre 10 et 15 000 euros de travaux de rénovation énergétique. Donc pour les logements neufs, généralement, le régime s'appliquait de manière automatique. Pour les logements anciens, il faut faire un formulaire spécifique pour informer l'administration fiscale de la réalisation des travaux. À partir de 2024, le dispositif il est un peu modifié. Donc aujourd'hui, le taux d'exonération il sera fixé entre 50 et 100%. Ce qui veut dire que les communes auront le libre choix de déterminer quelle exonération elles appliqueront dans cette tranche-là de 50 à 100%, alors que dans le régime d'avant, c'était obligatoirement soit 50, soit 100. La durée, elle est fixée à 5 ans, pas plus, pas moins. Et pour les logements anciens, donc le dispositif logement achevé depuis avant le 1er janvier 89 continue en 2024. À partir de 2025, il ne concernera que les logements qui ont été achevés depuis moins de 10 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui auront fait l'objet du coup de dépenses de travaux de rénovation énergétique. Donc ça, intéressant si vous avez des grosses dépenses à faire pour améliorer la qualité énergétique de vos logements, enfin du logement de votre habitation principale ou des logements que vous louez. Sachez qu'en fonction de la commune dans laquelle le logement est situé, vous bénéficiez d'une exonération spécifique. Si jamais vous souhaitez avoir plus de précisions sur la liste des communes, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat. Je pourrais regarder parce que j'ai pas trouvé de liste comme ça, mais je pourrais regarder notamment les communes les communes dans le 42, dans le 69 et éventuellement d'autres départements si vous voulez. Je pourrais vous faire, on pourra faire une communication peut-être là-dessus. Voilà. C'est un peu compliqué de trouver une liste exhaustive parce que du coup c'est à la libre discrétion des communes et toutes n'ont pas voté en fait le dispositif. En matière d'impôts locaux, ce qui change aussi, enfin, ce qui va être, il y a un point, j'ai pas précisé dans le détail, mais pour les locaux professionnels, on a un report. Donc, les locaux professionnels, pour rappel, depuis le 1er janvier, enfin, depuis le 1er janvier 2017, de mémoire, on a une nouvelle modalité de calcul de la base qui sert de calcul à la taxe foncière ou à la CFE. Donc, quand vous avez un local professionnel, type une boutique, un commerce, voilà, vous avez une base qui est déterminée en fonction de la surface, de la classification du bien et de sa situation. Normalement, le barème applicable devait être revalorisé tous les 6 ans. Donc, normalement, a priori, à la hausse, il ne sera pas revalorisé là alors qu'il aurait dû l'être. Donc, la revalorisation, elle a été reportée. Ce qui veut dire qu'en matière de base, a priori, la base ne va pas augmenter. Ce qui risque d'augmenter, en revanche, c'est le taux d'imposition. Donc sur la partie impôts locaux, n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à revenir vers moi si jamais vous avez des gros montants de taxes foncières ou de cotisations foncières des entreprises et que vous avez des locaux professionnels ou des établissements industriels. Ça pourrait être intéressant de regarder si la base elle est correctement déterminée. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, ça dépend de ce qui a été fait à l'origine lors de la souscription des formulaires qui devaient être souscrits soit au moment de la construction, soit au moment de la réforme. Donc sur ces points-là, on peut éventuellement regarder, et ça peut être un effet de levier, et on peut arriver à générer des baisses d'impôts locaux en fonction des situations. Donc si vous avez des montants importants, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, on peut regarder ça. En matière de droit d'enregistrement, j'évoque juste une seule disposition, c'est en matière de pacte Dutreil. Pour ceux qui sont concernés par le pacte Dutreil, qui, je rappelle, est un mécanisme de faveur qui permet de transmettre votre entreprise soit à vos enfants, soit à des tiers, dans le cadre de donations, avec un abattement de 75% sous réserve de certaines conditions. Donc c'est un régime qui concerne globalement tous les dirigeants d'entreprise qui souhaitent que les enfants
souhaitent reprendre ou non, hein, ça peut être un dispositif mis en place même en l'absence de toute reprise des enfants. Il y a eu un doute en 2023 sur le fait que ce dispositif puisse être applicable aux loueurs meublés. Donc c'est un doute qui n'était pas vraiment existant dans la mesure où il n'était pas la loi précisait pas spécifiquement que les locations meublées étaient visées ou pas. La doctrine administrative, elle, excluait totalement les locations meublées. La Cour de cassation a validé en juin 2023 que les locations meublées étaient éligibles, mais le législateur, lui, dans le cadre de la loi de finances, est venu légaliser du coup le fait que les loueurs meublés n'étaient pas éligibles au dispositif. Donc, s'il y avait un doute jusqu'à présent, aujourd'hui, le doute il est totalement levé. Les activités de location meublée ne sont pas éligibles au dispositif du pacte du trait. C'est ce qui est venu préciser la loi de finances. Voilà, pas de changement majeur sur le pacte du trait, il continue de s'appliquer, mais il y a juste cette précision-là qui a été apportée. Globalement, je pense qu'en termes de conseil, on était rarement sur le fait de conseiller nos clients de conclure un pacte du trait sur des activités de location meublée, à mon avis. Donc ça concerne vraiment très peu de personnes, mais voilà, ça a été totalement exclu. Ah oui, j'ai laissé cette slide, donc transmission d'entreprise à un salarié ou à un proche. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un dispositif de faveur qui s'applique quand vous transmettez votre entreprise à un salarié ou à un proche. Donc, quand vous transmettez votre entreprise à un salarié, vous pouvez bénéficier d'une exonération sur les droits d'enregistrement liés à la cession. Donc une exonération, un abattement de 300 000 euros jusqu'au 1er janvier 2024 qui est porté à 500 000 euros à compter du 1er janvier 2024. Et quand vous transmettez votre entreprise à un parent proche, donc notamment un neveu ou une nièce, il faut savoir que le neveu ou la nièce est taxé à 60% s'il reçoit une transmission gratuite de son oncle ou de sa tante. Cet abattement de 300 000 euros, enfin de 500 000 euros est assez intéressant du coup parce qu'il permet d'éviter d'avoir une lourde taxation et il permet à des neveux ou des nièces, notamment pour les personnes qui n'auraient pas d'héritier, de reprendre l'activité familiale. Voilà. Je rappelle aussi, parce que j'ai eu le cas, ça m'est arrivé d'avoir le cas, alors une ou deux fois, le pacte du trade, l'abattement de 75%, il ne s'applique pas uniquement aux transmissions aux proches, il peut s'appliquer aussi aux transmissions qui sont faites aux salariés, aux transmissions à titre gratuit, hein, des donations, qui sont faites à des salariés. Moi, j'ai déjà eu le cas d'un chef d'entreprise qui n'avait pas d'enfants, dont dont un salarié était repreneur de l'entreprise. Il a cédé une partie de cette entreprise et il en a fait don aussi d'une partie à son salarié qui a du coup bénéficié du pacte du trade et de l'abattement de 300 000 euros. Donc c'est assez intéressant pour les personnes qui sont concernées. Alors ça ne concerne pas tout le monde, mais il faut savoir que ça existe. Voilà, après je vous ai mis la liste des dispositifs que j'évoquais pas parce que voilà, encore une fois très spécifique. Il y a juste un point, j'attire juste l'attention sur la dette de restitution du quasi-usufruit. Je vais pas du tout rentrer dans le détail parce que le quasi-usufruit et les dettes de restitution, c'est quand même hyper compliqué à expliquer, c'est pas non plus hyper évident. Mais pour ceux qui ont ce type de montage, généralement ils savent que leur montage fait intervenir un quasi-usufruit avec une dette de restitution, parce que les avocats et les conseils en gestion de patrimoine font souvent ça. Rapprochez-vous de votre avocat, de votre notaire ou de votre conseiller en gestion de patrimoine parce qu'il y a eu des changements qui ont été faits, notamment en ce qui concerne la déductibilité au passif de la succession de la dette de restitution. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais j'attire juste l'attention pour ceux qui seraient concernés de se rapprocher des conseils qui ont fait les montages parce qu'il y a eu des évolutions avec la loi de finances. Donc, il faut être sûr de la manière dont ça va s'appliquer pour vous et si vous êtes impacté et quelles sont les conséquences de l'éventuel impact. Voilà, après en matière de contrôle et contentieux fiscal, donc on arrive sur la fin. En matière de contrôle et contentieux fiscal, j'ai évoqué simplement 4 mesures parce que je les trouvais intéressantes. Donc on a la première mesure qui concerne les investigations sur Internet.
Donc là, c'est assez. Voilà, je l'ai mise parce que bon, on le sait pas forcément, mais depuis quelques années, l'administration fiscale elle, se digitalise beaucoup. Il y a eu beaucoup de recrutement d'ingénieurs informatiques pour essayer d'automatiser les modalités de contrôle fiscal et pour essayer d'automatiser le fait de déceler les éventuelles infractions, fraude fiscale, absence de déclaration, insuffisance de déclaration. Le dispositif est renforcé avec la loi de finances pour 2024 parce qu'à partir du 1er janvier 2024, là où jusqu'à présent les inspecteurs des finances publiques pouvaient mener des enquêtes passives, notamment sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'un inspecteur des finances publiques pouvait éventuellement se renseigner sur le contribuable via Facebook, Instagram, TikTok, enfin tout ce que vous voulez en réseau social pour déceler éventuellement des fraudes, notamment un contribuable qui décide de se domicilier en Suisse mais qui en fait publie toutes ces photos sur Facebook en étant sur la Côte d'Azur, ben, l'administration fiscale pouvait utiliser éventuellement ça pour remettre en cause le transfert du domicile fiscal. Jusqu'à présent, l'administration le faisait de manière passive. À partir du 1er janvier 2024, elle va pouvoir le faire de manière active, c'est-à-dire prendre un pseudonyme et éventuellement échanger avec les internautes en ligne. Donc notamment, je pense au fait de faire une activité occulte de vente de marchandises sur Internet pour les contribuables qui vendent des marchandises type dropshipping. L'administration fiscale va pouvoir se faire potentiellement du coup passer pour un éventuel client pour essayer de déceler des éventuelles infractions, par exemple même en matière de TVA. Ça veut dire que là où vous devriez appliquer de la TVA parce que vous faites une vente, vous n'en appliquez pas. Si en fait votre client c'est l'administration fiscale déguisée, elle pourra utiliser éventuellement les échanges, les factures. C'est très encadré, mais ça existe. Et c'est bon, ça fait quand même un petit peu peur, je dirais, parce que du coup, il faut être assez vigilant. Alors déjà, il faut toujours être vigilant à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, parce que ça peut être utilisé du coup en matière de contrôle fiscal. Mais voilà, il faut être d'autant plus vigilant à partir du 1er janvier 2024. On a un autre dispositif, je ne sais pas si vous en êtes informé, mais c'est les indemnisations des aviseurs fiscaux. Donc aujourd'hui, une personne qui dénoncerait un contribuable à l'administration fiscale pour des comportements frauduleux peut être indemnisée. Lorsque les droits éludés sont supérieurs à 100 000 euros. Ce dispositif, il était en test, mais il a été pérennisé avec la loi de finances pour 2024. Pour info, en termes de statistiques, on a eu en 2021 6 aviseurs fiscaux. Donc ça veut dire que 6 personnes ont dénoncé des entreprises à l'administration fiscale avec un montant de redressement de 110 millions d'euros et une indemnisation qui a été de 1 830 000 euros. Alors répartie entre les 6 aviseurs, mais on était sur un montant d'1 830 000 euros d'indemnisation. L'indemnisation, elle peut aller jusqu'à 15% des droits éludés. Donc ça, voilà, faut faire attention en gros aux informations qui sont communiquées au sein de l'entreprise, notamment au sein potentiellement des directions administratives et financières, parce que on peut par exemple penser qu'un salarié qui serait renvoyé ou licencié ou qui quitterait l'entreprise dans des conditions pas forcément, enfin dans un contexte pas forcément calme, on va dire, pourrait très bien éventuellement dénoncer un comportement potentiellement frauduleux qui mènerait l'administration fiscale à diligenter un contrôle fiscal. Donc ça, voilà, c'est un système où on en pense qu'on en veut, mais voilà, on est sur un système de délation qui est quand même qui peut être assez problématique. Et on a un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale qui a été institué. Donc aujourd'hui, un conseil, par exemple un avocat ou même un expert comptable dont le contribuable se ferait redresser et serait poursuivi pour fraude fiscale, peut être poursuivi pour complicité de fraude fiscale s'il est avéré que le mécanisme qu'il a conseillé à son client a facilité la fraude. Jusqu'à présent, il fallait pour pouvoir engager la responsabilité du conseil et le poursuivre pénalement que le contribuable soit poursuivi lui-même pour fraude fiscale. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Ça veut dire qu'un contribuable qui ne serait pas poursuivi pour fraude fiscale dans le cadre de la mise en œuvre d'un conseil qui lui aurait été prodigué par un avocat ou un comptable, l'avocat ou l'expert comptable pourrait quand même être poursuivi pour fraude fiscale. Voilà. Bon, c'est très encadré, hein, mais ça existe.
Et on a un dispositif de versement d'intérêts moratoires. Donc, je pense que vous savez qu'en cas de redressement, l'administration fiscale, en plus des majorations potentielles, applique des intérêts de retard à 0,2% par mois de retard. Donc ça marche dans le sens où c'est vous qui faites l'erreur et que vous êtes redressé. Il faut savoir que si l'administration fiscale fait une erreur, c'est possible qu'elle vous verse aussi des intérêts moratoires. Ça veut dire que en cas d'erreur de l'administration fiscale, par exemple mauvais traitement d'une déclaration de revenus avec envoi d'un avis d'imposition faux qui entraîne un montant supplémentaire à payer pour le contribuable, au moment du remboursement, l'administration fiscale maintenant va être tenue de verser des intérêts moratoires. Jusqu'à présent, elle le faisait qu'en cas de réclamation contentieuse ou qu'en cas de décision de justice. Donc là, maintenant, elle le fera normalement automatiquement. Donc, pas hésiter à demander si jamais vous avez des erreurs dans vos déclarations de revenus et que vous corrigez vous-même et que ces erreurs mènent à des remboursements. Il ne faut surtout pas hésiter à demander à l'administration fiscale, si ce n'est pas fait automatiquement, qu'elle vous verse en plus des intérêts moratoires. Ce n'est pas grand-chose, hein, c'est 0,2% par mois de retard, mais dans le principe, voilà, il n'y a pas de raison que l'administration fiscale, quand elle se trompe, elle ne vous indemnise pas comme vous l'indemnisez quand vous faites une erreur et que vous êtes redressé. Voilà. Donc on a terminé. Ouais, il y a des questions du coup. Une question. Évoquez-vous les assises gaz et électricité? Les assises gaz, électricité. Ah non, je les évoque pas dans le cadre de la loi de finances. Par contre, on peut éventuellement échanger sur votre problématique spécifique, à voir si on est compétent ou pas sur ce type d'imposition-là. Je crois que c'est des taxes douanières, donc les taxes douanières, c'est quand même assez spécifique. Donc on peut, ouais, on vous contactera pour. Oui, c'est ça, c'est la TICGN et la TICFE. Ouais. Alors ça, on peut échanger pour voir quelle est votre problématique. On verra. Je ne sais pas si je serai en mesure de le traiter ou pas parce que c'est de l'impôt, c'est du douanier et le douanier, c'est pas forcément du fiscal. Hein, on pense souvent, mais voilà, mais à voir. Sinon, je pense qu'on connaît potentiellement, on peut mettre en relation avec des personnes pour ce sujet-là. Donc on peut vous rappeler. Pas d'autres questions. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut attendre 2 petites minutes avant de clôturer le webinaire. Donc nous, on enverra le support. Oui, on vous enverra le support. Si jamais à la relecture du support, vous avez des sujets ou des problématiques spécifiques, ben voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je les ai pas mises, je crois, mais je mettrai mes coordonnées directement dans le support. Voilà, si jamais vous avez besoin. On n'a pas de questions à part des remerciements, madame. Ah bah, merci. Merci pour votre prestation et merci pour le support d'avance. Bah, merci à vous de vous être inscrits nombreux. Oui, c'était mon premier webinaire. Alors, j'espère que ça a été, que vous êtes contents, que j'ai pas été trop vite et que les mesures, elles étaient. Vous avez trouvé les mesures intéressantes. Voilà. Merci à tous et bonne semaine. Bonne semaine et bon courage. C'est pas quelle image.